Comment se porte l'économie congolaise? Comment sa monnaie se porte-t-elle? Quelle direction pour la Banque centrale du Congo? On en parle aujourd'hui avec les tout nouveaux gouverneurs de la banque. Dans votre écran. Bienvenue à tous, vous êtes bien ici à la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Fauteuil blanc s'est déplacé et nous avons l'opportunité d'accueillir son gouverneur, André Omesso, que je demande de nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur le gouverneur. Vous pouvez l'applaudir, c'est votre gouverneur. Bonjour, monsieur le gouverneur. Merci de nous recevoir ici à la Banque centrale de la République démocratique du Congo. Et je suis tellement heureux que je vous demande de me rejoindre sur ce plateau qui est dressé en votre honneur. Installez-vous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau exceptionnellement dressé ici à la Banque centrale de la RDC avec son gouverneur, André Omesso. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie, nous allons parler de la monnaie, nous allons parler des réformes. Nous allons surtout faire connaissance avec notre invité parce qu'effectivement, il sera au devant de la scène, accompagné bien sûr de l'équipe dirigeante de la banque. Applaudissez-vous, hein, les gens de la banque. Monsieur le gouverneur, je suis très content parce que quand on parle de la stabilité d'un pays, de sa monnaie, des réformes, des réserves d'échange, on parle de la Banque centrale. Et vous êtes les tout nouveaux gouverneurs. Avec votre permission, je vous demande de regarder cet écran et on va faire connaissance avec vous parce que à Télé 50, on fait un travail qui peut permettre à ceux qui nous suivent de vous connaître. Vous serez interviewé dans cette émission par Willy Kalengai, un grand journaliste, spécialiste d'économie, Jérôme Sekana, un grand spécialiste de l'économie, et bien évidemment, toutes les questions qui sont préparées pour vous. Voici votre portrait. L'homme du moment est-il l'homme de la situation? Pour tenter de répondre à cette question, il faut puiser dans le parcours du désormais gouverneur de la Banque centrale du Congo depuis juillet 2025. André Omesso Nkwaloloki, économiste, homme politique et haut fonctionnaire congolais, a fait ses classes dans la prestigieuse université catholique de Louvain en Belgique et traîne aujourd'hui plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs bancaires, financiers et institutionnels dans le pays et ailleurs. Robank en RDC, Dexia en Belgique, André Omesso a fait parler ses qualités hors pair dans différentes fonctions stratégiques des institutions financières. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, ses compétences s'enriquissent au sommet de l'État où il joue d'abord le rôle d'ambassadeur itinérant du chef de l'État avant de se distinguer ensuite au poste de directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des questions économiques et financières. Dans l'ombre, mais très efficace, André Omesso Nkwaloloki travaille et obtient des succès dans des dossiers tels que la récupération des blocs pétroliers et actifs miniers dans le cadre de l'accord Ventura, la signature de l'avenant au contrat minier chinois conclu entre la RDC et le groupe des entreprises chinoises, ou encore le projet de port en eau profonde de Banana. André Omesso a également été aperçu au premier plan lors de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda, ainsi que l'accord bilatéral actuellement en cours entre les États-Unis et la République démocratique du Congo.
Fort de ses compétences, comprenant une expertise en gestion des risques financiers, la maîtrise des dispositions bancaires complexes, des solides aptitudes en pilotage des projets économiques et budgétaires nationaux, mais aussi sa capacité à diriger les réformes institutionnelles, il a été nommé par le président de la République, gouverneur de la Banque centrale du Congo. En fonction depuis le 4 août 2025, André Wameso Nkwaloloki vise la souveraineté économique et monétaire avec le renforcement de la confiance de la population dans l'utilisation de la monnaie nationale ainsi que la réduction de la dépendance aux devises étrangères dans les transactions internes, mais aussi la modernisation de la Banque centrale du Congo qui devrait franchir le cap de la digitalisation des paiements et l'automatisation des processus de contrôle. Avec André Wameso, la Banque centrale du Congo pourra participer au développement inclusif et social avec le développement des crédits hypothécaires en monnaie locale, la promotion d'initiatives de protection sociale, le renforcement des réserves officielles et résilience financière, ainsi que la participation aux forums internationaux des institutions économiques et financières. À l'heure actuelle, c'est également à son action que l'on doit l'appréciation du franc congolais face au dollar américain, résultat des mesures prises par l'institution monétaire pour stabiliser le marché des changes. La BCC a resserré sa politique monétaire avant d'engager ces dernières semaines un processus d'assouplissement maîtrisé tout en injectant ponctuellement des devises pour stabiliser le marché. Son parcours inspirant lui vaut une profonde admiration de la jeunesse dans tout le pays. André Wameso met souvent son temps à profit pour échanger avec les jeunes sur les différents enjeux de l'heure, servant de repère à ces 70% de ceux qui constituent la population de la République démocratique du Congo. Je confirme que vous êtes bien le gouverneur de la Banque centrale. Qu'est-ce que nous avons oublié dans ce portrait? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est assez fidèle. Alors, on dit de vous que vous êtes un homme sobre, plutôt introverti. C'est comme ça que vous êtes tous les jours ou c'est parce que la profession de banquier fait de vous comme ça? Non, ça dépend de la compagnie. Quand il faut parler des choses sérieuses, oui, on reste sérieux et rigoureux. Et il y a des moments où on se détend, mais on se détend avec des gens qu'on connaît bien, des gens avec qui on peut se lâcher, comme on dit. Mais alors, quand on dit que vous êtes... On reste sérieux et rigoureux. Quand on dit que vous êtes un homme important, un pilier du régime ou du pouvoir de Kinshasa en ce moment, on se trompe? Oui. Il regarde à tout ce qu'on vient de voir. Hein? On se trompe, oui, parce que être important, c'est quand on exerce des fonctions politiques. Mais depuis le 23 juillet, je suis nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est une fonction qui est apolitique. Et la Banque centrale du Congo, c'est pour toute la population. Et si vous voulez que je le dise autrement, le franc congolais est utilisé aussi bien par ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Donc, je n'ai plus aucune fonction ou influence politique. Donc, la seule politique que je mène maintenant, c'est la politique monétaire au sein de la Banque centrale du Congo. Est-ce que c'est un coup de chance que vous avez, aussitôt nommé, 3 mois après, le franc prend de la valeur? Ou c'est une stratégie que vous avez amenée? Vous savez, la monnaie est une question sérieuse. Et c'est un domaine important des sciences économiques. Donc, ce qui arrive n'a rien à voir avec la chance ou le hasard. Quand une monnaie se déprécie, il y a des raisons qui expliquent cette dépréciation.
quand une monnaie s'apprécie, il y a aussi des raisons qui expliquent l'appréciation de cette monnaie. Et par rapport à l'appréciation du franc congolais, il y a des raisons bien précises qui expliquent pourquoi cette monnaie est en train de s'apprécier à un rythme assez soutenu. Et accéléré. En quelques semaines, on est passé de 29 à 25. Oui, parce qu'il y a des raisons derrière. Alors, je vais maintenant inviter Willy Kalengai qui va pas vous cuisiner, mais vous entretenir avec des questions. Tout le monde sait que c'est un journaliste plus que pertinent. Willy Kalengai, grand journaliste et spécialiste aussi économique. Merci de nous accorder cette opportunité. C'est vrai, Jean-Marie Kassamba vient de le dire, c'est les francs congolais. Alors, vous arrivez à la Banque centrale comme dans une salle noire, il n'y a pas de lumière. Votre main cherche un interrupteur et voilà, la lumière est là. Les francs congolais commencent à s'apprécier. La question, ce n'est pas que c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Mais la question fondamentale est justement, vous avez dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez posé deux actions majeures et les gens disent que c'est une courte joie. L'appréciation du franc congolais aujourd'hui est une courte joie parce que justement, avec l'injection de 50 millions de dollars, on a donc acheté une appréciation artificielle. C'est ce que les gens disent. Mais comme je suis devant vous, pouvez-vous nous dire comment vous combinez non seulement l'injection des dollars sous les marchés, mais surtout aussi comment vous travaillez le taux des réserves d'échange, des taux obligatoires. Comment vous travaillez cela? Parce que c'était ici et personne ne l'a fait. Comment vous combinez les deux pour qu'on ne puisse pas dire que c'est une courte joie? Mais pour que les gens comprennent pourquoi ce n'est pas un phénomène passager, il faut qu'on explique pourquoi notre monnaie a dévissé et a commencé à se déprécier de manière forte à partir du mois de juin 2025. Je vais même remonter plus loin. Parce qu'il faut qu'on comprenne les phénomènes. Quand on comprend les phénomènes, on comprend la cause qui provoque certains phénomènes, on peut étudier aussi pour produire d'autres causes dans le sens inverse pour corriger ou bien pour améliorer. La monnaie s'est dépréciée à 2 reprises, on va dire depuis 2018. La première dépréciation, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes passés de 1600 à 1900. Oui. C'est parce que nous avons trouvé des réserves de change de l'ordre de 800 millions et ces réserves de change ont été utilisées pour financer le projet que vous connaissez, le projet de 100 jours. Et on a créé un déséquilibre entre nos réserves de change à l'international et leur utilisation dans des projets qui ne se sont pas avérés des projets réellement d'investissement dans notre économie. Nous avons connu la première dépréciation. Ensuite, la monnaie s'est stabilisée aux alentours de 1900-2000 jusqu'en 2023. Vous allez regarder que la courbe est suffisamment constante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 2023, le franc congolais commence à se déprécier, à dévisser par rapport au dollar pour atteindre jusqu'à 2900
francs pour $1 au marché parallèle vers le mois de juillet-août. Il y a un ratio prudentiel qu'on appelle la réserve obligatoire. C'est-à-dire que les banques sont obligées de réserver une partie de leurs dépôts pour faire face notamment à l'utilisation, aux besoins de clients. Des clients, ouais. Voilà. Et ce coefficient, ce ratio est de 12%. Si vous avez des dépôts de 100, vous devez réserver 12%. 12%, c'est-à-dire 12. Alors, selon la réglementation bancaire, ces réserves obligatoires devaient être constituées essentiellement dans la monnaie locale, qui est le franc congolais. Et les banques se sont plaintes de cette situation en disant que la plupart de leurs dépôts sont en dollars. Et donc, ces réserves obligatoires constituées en francs congolais ne répondaient pas aux besoins, à la finalité de ce pourquoi elles devaient être constituées. Parce que les clients viennent chercher des dollars et pas de francs congolais. La Banque centrale a fini par accéder à cette demande. Nous sommes donc fin 2021. Et le taux de change à ce moment-là entre le franc congolais et le dollar est de 1999, on va dire 2000 pour faire simple. Et le stock de réserves obligatoires constitué à cette époque est de 2300 milliards de francs congolais environ. Alors, si ça doit constituer des réserves pour des dollars, vous faites le calcul, ça doit couvrir 1 milliard 150 millions de dollars. Donc ce sont des réserves en réalité de 1 milliard 150 millions de dollars. Mais en francs congolais? En francs congolais, c'est 2300. OK. Alors, nous avons une belle année 2022. Très belle année 2022, avec des prix du cobalt très élevés. Donc, on a un excédent budgétaire assez conséquent. Et la situation reste stable. En 2023, les excédents budgétaires constitués en 2022 commencent à s'effriter, notamment avec la reprise de la guerre d'agression que nous avons subie. Et nous commençons à avoir des problèmes au niveau budgétaire qui impactent le taux de change. En impactant le taux de change, donc la dépréciation du franc congolais qui commence au mois de juin, vous voyez très bien qu'on a ces effets au niveau budgétaire et nous avons un stock de réserves obligatoires en francs congolais qui ne correspondent plus aux besoins parce que au niveau auquel ils devaient être. Parce que si le franc congolais passe de 2000 à 2300, par exemple, la réserve obligatoire de 2300 milliards ne représente que 1 milliard de dollars, alors que ça devrait être 1 milliard 150 millions. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez libéré dans les marchés l'équivalent de 150 millions de dollars en francs. Donc, vous accélérez la dépréciation. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, je veux continuer à expliquer. Puisque quand on comprend les phénomènes, je vous en prie. On sait maintenant, c'est comme pour un médecin, vous faites un diagnostic et vous savez maintenant... Il faut faire des diagnostics vite. Hein. Oui, sinon, oui. le malade Nous sommes à la télévision, monsieur le gouverneur. Excusez-moi, c'est pédagogique, oui. Mais j'essaye d'être pédagogique. Je vous en prie. Et donc, à ce moment-là, la Banque centrale décide de relever son taux directeur pour essayer de ponctionner l'excédent de francs congolais sur le marché.
et il ramène son taux directeur au mois d'août 2025 à 25%. C'est bien. Il était à combien avant? Je dois poser la question. Il était à 11. 11. 11, donc de 11 à 25. De 11 à 25. Oui. Donc vous voyez que c'est pour faire en sorte que les banques viennent profiter de ce taux d'intérêt rémunérateur en emmenant leurs francs congolais à la Banque centrale. Et ça a fonctionné. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en même temps, la Banque centrale est aussi intervenue en injectant des devises. Mais malheureusement, c'était une époque où la Banque centrale ne communiquait pas beaucoup. Et je vais en arriver. Et vous êtes en train de corriger ça. Et malheureusement, ce taux directeur à 25% a un effet pervers. C'est que ce taux directeur rémunère de l'argent. Donc si on avait mis par exemple 1000 milliards, au bout d'une année, on a 1250 milliards parce que c'est 25 milliards. Et donc on a ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Donc nous étions en train de nous battre parce que en réalité, nous avions relâché des francs congolais supplémentaires dans le marché en ne respectant pas le ratio prudentiel de réserve obligatoire. Donc, quand je suis nommé gouverneur de la Banque centrale, la première chose, c'est de réunir les équipes au sein de la banque, et il y a de l'expertise à revendre. Et nous avons commencé les discussions. Et donc, nous sommes tombés sur la conclusion que une des grandes raisons qui expliquait la dépréciation du franc congolais, c'était le fait qu'on n'a pas actualisé le réserve obligatoire cristallisé en francs congolais avec les taux actuels. Mais avant d'arriver à prendre cette décision, il fallait d'abord calmer la surchauffe qu'il y avait sur le marché, que nous avons constaté quand nous sommes arrivés. C'est pour cela que nous avons injecté les 50 millions. Ça, c'est juste pour calmer. Si on s'était arrêté à ça, effectivement, on allait appeler ça courte joie. Si je vous comprends bien, vous allez continuer, monsieur le gouverneur. Oui. Entre les deux actions, oui, injection de 50 millions et relèvement du taux, quelle est l'action déterminante? Qu'est-ce qui détermine effectivement l'appréciation du franc congolais? Ce qui détermine l'appréciation du franc congolais, c'est l'actualisation de réserve obligatoire. On n'a pas relevé. On a juste dit que avec la dépréciation, vous n'êtes plus conforme. Donc, vous n'êtes plus conforme au ratio de 12% parce que la dépréciation faisait que les banques n'utilisaient qu'un ratio de 9 ou de 8%. On a juste dit qu'on devait ramener ça à 12%. Ça veut dire quoi, en réalité? Ça veut dire que les banques, avec le respect de ce ratio, doivent stériliser 900 milliards de francs congolais. 900 milliards de francs congolais, mais on a décidé de le faire en plusieurs étapes. Ça a commencé au mois de septembre, et c'est là que nous avons... Au mois d'octobre, vous allez aussi le faire. On va le faire aussi, mais je voudrais parler de l'opportunité de le faire au mois de septembre. C'est que ça correspondait à une échéance fiscale. L'échéance fiscale oblige les entreprises à payer leurs impôts en francs congolais. Donc, vous retirez du marché des francs congolais pour l'équivalent d'environ 400 milliards, et les entreprises dans une économie dollarisée qui ont, par définition, beaucoup de dollars, doivent payer leurs impôts en francs congolais. Donc, ces entreprises viennent chercher des francs congolais qui ne sont plus en abondance dans le marché, et évidemment, avec la loi de l'offre et de la demande, qui conduit toute composition de prix, le franc congolais devient rare, le dollar est abondant sur le marché, et voilà qui explique l'appréciation du franc congolais. Alors, nous allons le faire en octobre. Je veux bien que, Willy, en décembre. Avant de continuer, que je pose cette question de monsieur tout le monde. Les 50 millions, là, vous les avez trouvés où? Mais nous avons plus de 7 milliards
Des réserves d'échange. de réserves de change. Donc, la Banque centrale peut injecter de la liquidité en devises dans les marchés grâce à ces réserves. Petite question encore, est-ce que vous poussez les Congolais à consommer le franc congolais qui prend de la valeur ou vous découragez une économie qui est dollarisée, qui est celle de la RDC? Non, l'approche de la Banque centrale n'est pas une approche de coercitive. D'intimidation. Encore moins. C'est de rendre la confiance de la population en sa monnaie en montrant que c'est une monnaie qui a de la valeur. Et c'est ce que nous constatons. Oui. C'est-à-dire que quand le Congolais sent que sa monnaie a de la valeur, il veut faire des transactions dans sa monnaie plutôt que dans une autre monnaie qui a moins de valeur. Mais ça commence maintenant. Hein. Ça commence à peine. Maintenant, ça commence là. Mais bien sûr. Oui. Monsieur le gouverneur, si le franc congolais s'est apprécié, la question suivante, c'est la stabilité. Comment vous allez maintenir la stabilité de cette appréciation? Mais surtout, quels sont les indicateurs clés que vous avez énumérés pour cette stabilité macroéconomique? Parce que, en réalité, c'est une action que vous menez aujourd'hui sur un terrain volatile. Nous sommes quand même dans une économie qui n'est pas vraiment très, très stable. Comment vous garantissez la stabilité de cette appréciation? Mais c'est avec les instruments de politique monétaire de la Banque centrale. Nous avons le taux directeur que nous venons d'assouplir à la suite du comité de politique monétaire d'hier. Nous avons le coefficient de réserve obligatoire. Nous avons aussi nos réserves de change que nous sommes en train de constituer pour solidifier. Qui sont à combien aujourd'hui, les réserves? Aux alentours, un peu plus de 7 milliards de... 7 milliards de dollars 7 milliards de dollars. disponibles. Réservés. Non, c'est très important. Ça peut être virtuel aussi. Hein? On les appelle des réserves, donc ils sont quelque part. C'est comme dans une équipe de football. Oui. Ils viennent quand il faut remplacer un joueur défaillant. On a compris. C'est la réserve. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir injecter avec les réserves. Il y a plusieurs instruments. Que dites-vous de ceux qui estiment que cette appréciation, elle va faire du bien aux exportateurs, mais elle peut nuire à la compétitivité des produits congolais à l'international? J'ai eu ce débat ce matin. Je pense que parfois on regarde notre économie congolaise comme étant une économie classique. La question que vous venez de poser, c'est vous avez par exemple des producteurs français qui vendent leur fromage aux États-Unis et avec l'appréciation de leur monnaie, le fromage français et le vin français va coûter cher pour un importateur américain, puisque pour acheter ses fromages et son vin français, il va devoir le payer en euros. Voilà. Et s'il y a appréciation de la monnaie, ça va coûter plus cher à l'importateur. Non, à l'Américain qui veut importer du vin et du fromage français. Mais nous avons une économie dollarisée. Ce qu'on vend, c'est en dollars. Donc ça ne change rien du tout à notre compétitivité. C'est que si on vendait notre cuivre en francs congolais, c'est là qu'on allait connaître un problème de compétitivité. Vous venez d'ouvrir un débat tout en fermant le premier. Parce que si nous sommes dans une économie dollarisée, à quoi ça sert d'améliorer notre franc congolais? Parce qu'en réalité, nous finissons tous par passer par les dollars. Non. L'économie qui est dollarisée, c'est une économie où vous laissez une bonne part de votre souveraineté à la Réserve fédérale américaine. C'est une question d'abord de souveraineté. On ne dit pas que nous devons supprimer le dollar. Ça va être
À moyen, même long terme, ça va être compliqué. Mais au moins, c'est de renforcer l'utilisation du franc congolais dans notre économie. Pour quelle raison? Parce que la Banque centrale du Congo a un rôle constitutionnel retranscrit dans la loi bancaire qui lui demande de stabiliser le cadre macroéconomique et de lutter contre l'inflation. Mais si vous n'avez pas de levier sur la monnaie qui permet à faire des échanges au sein de votre économie, quel serait votre pouvoir pour garantir cette fonction, ce rôle constitutionnel qui vous est donné? Donc, il nous faut avoir une économie où les transactions se passent en francs congolais. Et comme la Banque centrale est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, il ne peut le faire qu'en francs congolais et il ne peut pas le faire en dollars. D'où l'intérêt d'avoir un renforcement de notre économie en francs congolais. Et c'est notre travail. Je vois Jean-Marie qui me regarde. Non, mais c'était juste pour poser ma petite question à moi, parce que moi je la pose pour la population, et vous allez continuer en tant que spécialiste. Excusez-moi. Monsieur le gouverneur, il y a quand même un petit problème chez nous. Tout le monde achète en dollars. Acheter. Acheter. L'État aussi achète et parfois consomme beaucoup plus de dollars que de francs congolais. Comment vous allez faire pour décourager les gens à acheter en dollars ou à consommer en dollars quand on sait que c'était une monnaie refuge? Parce que notre monnaie en nous vacillait, tanguait. Vous allez faire comment? Je vais d'abord par changer votre verbe. Je ne veux pas décourager les gens à utiliser les dollars. Je vais encourager notre population à utiliser le franc congolais. Par rapport à une économie qui est la leur, je veux vous parler de quelques produits qui sont fabriqués ici, ou bien des services qui ne viennent pas de l'extérieur. Je vais en prendre deux. Pourquoi acheter le ciment en dollars, alors que nous avons des cimenteries ici? Je prends un autre produit. Pourquoi, quand vous allez au restaurant, vous allez acheter votre bière en dollars alors qu'elle est produite ici? Pourquoi vous allez payer, ou bien pourquoi vous allez afficher votre loyer en dollars alors que vous êtes bailleur, alors que la maison ou l'appartement est au Congo et pas aux États-Unis? On encourage dans quel sens? C'est quand aujourd'hui un bailleur se rend compte que s'il avait affiché pour un loyer, par exemple, de 100 francs congolais, voilà. Aujourd'hui, il allait gagner. Voilà. Vous voyez, il allait gagner aujourd'hui. Vous voyez l'encouragement? Aujourd'hui, il allait gagner. Encourage. On encourage. Donc, il se rend compte que, mais j'ai ma monnaie qui est quand même forte. Si j'avais mis mon loyer en francs congolais, alors je n'aurais pas perdu. Si c'est pour un loyer de 100 $, je n'aurais pas perdu 5 000 francs en un mois. Une autre question, monsieur le gouverneur. 5 000 ou 50 000? 50 000. 50 000 francs. Question de curiosité simplement avant de poser celle qui est essentielle. Est-ce que, qu'en est-il de la planche à billets? J'ai cru entendre dans le passé qu'il était interdit de faire le financement monétaire. Est-ce que ça continue? Dans quelle proportion? Pour quel objectif? Non, le financement monétaire n'existe plus. Il n'y a plus de planche à billets? Non, il n'y a plus de planche à billets. Quand est-ce qu'on arrive à un financement monétaire? Et d'ailleurs, vous me posez une bonne question parce que je vais parler d'autre chose. Peut-être que c'est M. Sekana qui allait me poser cette question-là. On arrive à un financement monétaire quand
les dépenses de l'État qui sont incompressibles, les recettes n'arrivent plus à couvrir. Et c'est dans ce cas-là que les banques centrales tournent la planche à billets pour pouvoir combler le déficit. Mais comme vous le savez, chez nous en République démocratique du Congo, nous avons, c'est quelque chose qui est prohibé, le financement monétaire, et tout ce qui est déficit quand il arrive payé par la Banque centrale. Qui lève des capitaux auprès du système bancaire pour combler le déficit, et il n'y a pratiquement aucun financement. Est-ce qu'on nous fait confiance pour ce bon des trésors? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a l'engouement, les gens ils viennent pour... Mais oui. Ils sont remboursés. Ils sont remboursés. Il y a de garantie. Avec intérêt. Et à ce que je sache, l'État congolais n'a pas fait défaut de paiement de ces remboursements. Maintenant, je veux parler de financement monétaire parce que on parle souvent de comment la monnaie s'apprécie alors qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de production. C'est la question que j'allais poser. Voilà. C'est un vrai faux argument. Je veux m'expliquer. Nous avons connu dans ce pays une longue période de stabilité. Je crois qu'on parlait toujours de 920. Une longue période de stabilité monétaire, de cours de 2010-2015. Voilà, le cours de change. Ça n'a pas bougé du tout, alors qu'à cette époque, on avait des niveaux de production nettement inférieurs que ceux que nous avons aujourd'hui. Et on vous a parlé de l'époque où on a dévissé. Et je veux vous parler d'un des plus grands pays producteurs au monde, l'Italie. Et avant la monnaie unique, la lire italienne ne valait rien du tout. A connu des périodes de... C'est transporté en mallette, oui. Et s'il y avait une blague qui disait que c'est quoi la différence entre un Deutsche Mark et une lire italienne, on disait que c'est un Deutsche Mark, parce que la lire italienne vaut presque zéro. Vous voyez, mais pourquoi la lire italienne était une monnaie, malgré le fait que l'Italie est un des grands pays producteurs, membre du G7, production automobile, production manufacturière, production agricole abondante, mais c'est parce qu'il y avait un déséquilibre entre le nord de l'Italie et le sud qui entraînait des problèmes budgétaires qui étaient financés justement par la planche à billets et qui a fait connaître une dépréciation. Donc dire que la monnaie, pour qu'une monnaie soit stable et forte, il faut de la production, c'est assez court. Mais c'est pas faux. Je n'ai pas dit que c'était faux. Je dis que c'est assez court comme argument. C'est qu'on peut être dans une zone de stabilité et pour qu'elle soit durable, il faut que la production vienne. Et justement, c'est que quand on entre dans une zone de stabilisation du franc congolais, on doit aller plus loin pour pouvoir financer maintenant notre économie en franc congolais, pour pouvoir la diversifier, la solidifier, pour qu'il n'y ait pas ces dérapages qui peuvent avoir un impact sur la monnaie. Vous m'avez arraché le mot, la dernière question. Vous parlez du financement de notre économie, et vous savez que un des problèmes majeurs de ces finances, de notre économie, c'est son accès au crédit. Et la Banque centrale, aujourd'hui, elle accorde des licences pour la mise en place des nouvelles banques, des banques, et nous n'avons malheureusement pas des banques congolaises. Je ne sais pas pourquoi. Ma question est celle-ci, monsieur le gouverneur. Pourquoi vous n'envisagerez pas, dans la mise en place des nouvelles banques, ce que les autres ont fait dans d'autres secteurs, la préférence congolaise? Pourquoi, comme dans la sous-traitance, on exige que les entreprises sous-traitantes soient des entreprises à capitaux congolais? Pourquoi nous n'avons pas de banques commerciales avec capitaux congolais?
Parce que les Congolais aujourd'hui, même s'ils sont entrepreneurs, même s'ils sont des créatifs, des génies, ils n'ont plus accès au crédit. Parce que toutes les banques que vous patronnez, que vous maternez, que vous aimez bien, malheureusement, sont des banques étrangères. Je parle d'étrangères ici, même dans les fonctionnements, même dans l'octroi des crédits. Les Congolais n'ont pas accès à cela. Pourquoi la Banque centrale? J'espère qu'avec vous, ça va changer. Vous avez compris depuis tout à l'heure que je ne suis pas dans l'imposition ou dans... je suis plutôt dans... Vous êtes l'autorité, vous ne pouvez pas cajoler les gens tout le temps. Il faut être plutôt dans l'incitation. Ah, d'accord. Et pour répondre de manière très honnête à cette question, c'est une question profonde. Parce que la question du crédit, la question de financement est une question qui est beaucoup plus sérieuse qu'on ne le pense. Parce que quand on parle de crédit, les gens ne se rendent pas suffisamment compte que c'est lié à la foi. Parce que crédit, c'est croire, ça vient de considérer. Ça vient de la foi. Mais je veux ouvrir une parenthèse que je veux fermer tout de suite, parce qu'en réalité, la finance est née de là. C'est quand un rabbin, quelque part à Venise, en Italie, au Moyen-Âge, a transformé le système de dîmes en un système où les personnes qui donnaient leur argent à la synagogue restaient propriétaires de cet argent. Et le rabbin utilisait l'argent des croyants pour prêter cet argent à l'économie, puisque à l'époque, ce qu'il faut le savoir, le commerce de l'argent était interdit dans la religion dominante à l'époque. Et donc, vous voyez très bien que l'argent ne quitte pas le porte-monnaie du croyant pour aller vers le porte-monnaie du rabbin, mais il reste propriété du croyant et on crée une prospérité collective. Confédérer, croire ensemble, crédit. Et c'est une vraie question philosophique, nous devons y penser. Je ferme la parenthèse. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la comptabilité est née, puisque... il fallait tracer. Voilà, il fallait tracer, il fallait avoir un registre de savoir que M. Kalenga a donné autant, M. Kassamba a donné autant, ça produit autant d'intérêts et tout ça. La comptabilité est née, on a commencé à faire des bilans, c'est comme ça que la finance... Monsieur le gouverneur, laissez-moi poser... ferme la parenthèse. Je garde encore Willy pour Pour vous dire que nous sommes dans l'incitation, il faut que ça arrive, mais il faut un sursaut de savoir qu'est-ce que nous faisons collectivement avec notre argent, y compris l'argent qu'on met dans les dîmes, dans les mabonza et dans tout ça. Donc c'est une vraie question. Oui, alors, monsieur le gouverneur, je vais poser cette question et je pense que ceux qui nous suivent, c'est la pause aussi. C'est là? C'est la pause, la question. Dans ce pays, on a connu les Kindwelo, les Dokolo, qui ont créé des banques, qui avaient des banques. Aujourd'hui, même Kindwelo a vendu sa banque. Il n'y a aucun Congolais qui détient même la moitié du capital d'une banque. Qui n'aime pas faire des Congolais millionnaires? C'est vous, quand je dis vous, c'est Banque centrale, ou c'est les dirigeants congolais? Je veux répondre de la même manière à ce que je disais tout à l'heure. Non, vous étiez philosophique tout à l'heure. Oui, mais maintenant je vais mettre ça en pratique. Entre confier votre argent à un Congolais et confier votre argent à un étranger, en qui vous avez plus confiance?
On n'a pas le choix. Ils ont répondu. On n'a pas le choix. Je sais qu'ils ont répondu. Confiance, on n'a pas le choix. Confiance, c'est encore une question religieuse. Deux fois, oui, oui. De foi. Deux fois. Au fait, il faut d'abord que... Vous savez, je vais encore ouvrir une parenthèse et la refermer. Un des discours politiques le plus important de ce pays a duré moins d'une minute. OK. Moins d'une minute. Un des discours politiques le plus important. Moins d'une minute. Et je suis sûr que vous-même, grand journaliste, si je vous le rappelle, vous allez dire « Ah bon, c'est vrai ?» C'était un discours de campagne du docteur Étienne Tshisekedi à Lubumbashi. OK. Qui a dit une chose. C'était son simple discours. Il a dit, il a parlé en lingala. Mboka ekofi. Non. Mboka oyo ekobonga, mukolo, Congolais akolinga Congo, et puis akolinga moninga na ye Congolais. C'est profond. C'était l'essentiel de son discours. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est encore une question, vous voyez, de foi. Et quand on vous dit que la finance est intimement liée à ça, si je vous fais confiance, si on se fait mutuellement confiance, on croit ensemble, on se fera crédit. On crée nos banques en nous. Voilà. Merci, Willy Kalengai. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que... Merci, Willy. Récupérez votre place. Et je pense que le gouverneur, qui n'use pas de la langue de bois, hein, parce que c'est votre première sortie, grandeur nature. Les TikTokers vont couper. Les analystes vont couper. Les ambassades, les services. Alors moi, je vous pose cette question beaucoup plus directement. Vous voulez faire quel type de réforme à court et moyen terme pour que la BCC inspire confiance? Parce qu'on dit que c'est vous qui avez tué la BIAC. La BCC. En fait, ce n'était pas vous, hein, vous n'étiez pas encore là. Bon. Vous savez, en matière de réforme, il y en a déjà eu dans les 2 mois ici. Mais très rapidement, il faudrait accentuer avec la transparence au niveau non seulement de la banque, dans la manière dont elle communique, mais aussi mettre en place la transparence des marchés. Je ne l'ai pas dit ici, mais l'une des raisons qui a accéléré l'appréciation du franc congolais, c'est aussi le travail que la Banque centrale a fait pour mettre plus de transparence dans le marché de change au niveau interbancaire. Et je peux vous annoncer déjà que nous allons encore aller plus loin en mettant un système où chaque banque sera obligée d'être dans un marché, on va dire, numérisé, Bloomberg, Oui. où toutes les banques ont leur prix de vente et d'achat, et les acheteurs, les opérateurs économiques qui cherchent ou veulent acheter qui veulent vendre ou acheter des francs, ont aussi des prix, et le prix va se fixer en termes du meilleur prix, à la vente comme à l'achat. Au fait, c'est comme ça que les marchés sont organisés. Mais quand nous sommes arrivés à la Banque centrale, nous avons constaté que chaque banque avait au fait son taux, appelé son acheteur ou vendeur de dollars et fixer son taux. Donc, on avait une très grande disparité. Et vous avez discipliné ça? Bien sûr. Mais ça, on ne va pas le dire, mais on l'a fait. Alors, avant que Jérôme Sekana puisse nous rejoindre, il y a une problématique. Non, mais j'ai pas fini. Vous avez dit je vous en prie, je vous en prie. Vous avez dit à moyen terme. Oui. À moyen terme, les grandes réformes, et j'ai déjà commencé à l'annoncer, c'est la digitalisation pour permettre l'inclusion financière.
et emmener au fait notre banque centrale à être véritablement un moteur de transformation économique dans ce pays. Pourquoi digitalisation? Parce que nous avons une population de moins de 25 ans. La majorité des Congolais sont nés après l'an 2000. Oui. Qui ne connaissent pas le téléphone analogique, ils ne connaissent pas le Minitel que vous avez connu en France, oui. En France. Absolument. Il y a beaucoup de gadgets technologiques. Ils ne connaissent pas le Nintendo. Hein, ils ne connaissent pas. Donc, ils sont dans un monde du smartphone, des réseaux sociaux, demain de l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'on puisse aller plus loin et aussi en matière financière, miser sur cette jeunesse qui va véritablement transformer l'économie de ce pays. Et une autre réforme aussi, on parlait tout à l'heure de financement de notre économie, il faudrait qu'on arrive, et ça ne dépend pas que de la Banque centrale. La Banque centrale a déjà proposé ça en Conseil des ministres. Il faut qu'on crée un marché des capitaux grâce à un système de fonds de pension par capitalisation. Fonds de pension par capitalisation. En RDC. Oui. Et on va nous faire confiance. Bien sûr. Je veux vous dire une chose. C'est que il y a des caisses de retraite. Sauf qu'elles se font par répartition. Répartition, oui. Mais on peut mettre en place un système de fonds de pension complémentaire. Regardez aujourd'hui, dans un système de fonds de pension complémentaire, ça peut prendre en charge ce qu'on appelle la vie et le décès. Regardez aujourd'hui ce que coûtent les funérailles. Les gens peuvent être enclins, poussés. Assurance vie. Voilà, avec une assurance vie. Si vous atteignez l'âge de la retraite, vous avez une pension complémentaire. Et si, par malheur, vous n'atteignez pas l'âge, avec cet argent, vous donnez ça en héritage à vos successeurs, tout en prenant en charge les frais d'obsèques. Ce sont des bouquets qui existent. Mais pourquoi ça? Pourquoi un système de financement de fonds de pension par capitalisation? Encore une fois, parce que nous avons une population très jeune. Si on veut financer l'économie, même des petits montants, mais d'un très grand nombre de Congolais, qu'ils mettent dans un système de fonds de pension, quand on a 25 ans, même si on cotise $1 par mois, si on est 50 millions, on peut mettre même $10. On est 150 millions. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Et vous allez attendre cet argent 40 ans plus tard. Entre-temps, cet argent est injecté dans l'économie pour construire des infrastructures, pour donner du crédit à nos entrepreneurs et pour financer des grands projets. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. C'est pas un rêve, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement et emmener du financement supplémentaire dans notre économie et surtout créer une courbe de taux qui va permettre de pouvoir prêter de l'argent à long terme. Merci beaucoup, mais avec un taux d'intérêt quand même acceptable, parce que chez nous, c'est très cher, le crédit. Oh, oui, bien sûr. Jérôme Sekana. Alors, Jérôme Sekana, grand spécialiste économie, finance, que tout le monde connaît. Il connaît cette banque depuis plus de 30 ans. Je vous offre le gouvernement. C'est un honneur pour moi de vous avoir en face de moi en ce moment où notre devise nationale s'apprécie. C'est un exploit parce que en une semaine de transactions, notre devise nationale, le moine en pot, s'est apprécié de 17%. La question que je me pose avec d'autres compatriotes est celle de savoir, pour que ça ne soit pas perçu comme un feu de paille, quelles sont les dispositions prises au niveau de la Banque centrale. Nous savons tous que la stabilité du cadre macroéconomique est bipède, repose sur, bien sûr, les politiques monétaires prudentes et les politiques budgétaires prudentes. De votre côté, comment comptez-vous vous y prendre
pour que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui puisse perdurer et que les pouvoirs d'achat ne puissent pas connaître l'érosion. Comme on l'a toujours pouvoir d'achat. On va en parler, hein. Oui, Panier de la ménagère. bien sûr, je comprends pertinemment bien cette question, parce que figurez-vous que je me suis rendu compte que depuis le lancement du franc congolais, il ne s'est jamais apprécié face au dollar. Depuis le lancement du franc congolais en 98. Il est soit resté stable, soit il a Déprécié. Voilà. C'est la première fois qu'on constate une appréciation. Évidemment, les gens, c'est légitime, ils se disent que ça ne va pas durer. Pourquoi je pense le contraire? Parce que ce que nous vivons actuellement, c'est un effet de correction. Donc, on corrige quelque chose qui était défaillant à cause d'une injection de liquidité qui n'était pas contrôlée. Et en fermant, en resserrant cet instrument de politique monétaire qui est la réserve obligatoire, on va arriver à une correction du taux de change. Et les instruments de politique monétaire à disposition de la Banque centrale sont suffisamment, je veux dire, efficaces. D'ailleurs, vous avez pu le constater avec l'ajustement du coefficient de réserve obligatoire, que à chaque moment où la Banque centrale va constater de l'instabilité, elle pourra jouer soit sur son taux directeur, soit sur son coefficient de réserve obligatoire, soit en injectant des devises grâce aux réserves de change constituées. Donc, il n'y a pas de risque pour que nous ne soyons pas dans une situation de stabilité. Sauf, et je dis bien sauf, si nous connaissons des chocs exogènes, c'est-à-dire des chocs que nous ne pouvons pas maîtriser à l'intérieur du pays. Je parle d'une chute brutale du prix du cuivre ou une montée incontrôlée ou une inflation importée. Oui, mais c'est ça que je dis. Donc une hausse incontrôlée des produits de première nécessité que malheureusement nous importons aujourd'hui, ce que j'appelle des chocs exogènes. Mais dans la situation interne, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de stabilité. Et heureusement que cette population a vécu dans une période, pendant une période d'observation assez importante, on l'a dit ici 5 ans, dans une période de stabilité parce que il y a eu de la rigueur et il y a eu stabilité. Et donc, on l'a vu aussi pendant de la période, je veux dire 2020-2023, on est resté à un niveau de cours de change suffisamment stable. Et donc, s'il n'y a pas de choc exogène, nous allons, après avoir atteint le taux d'équilibre, rester dans une situation... Que vous estimez à combien ce taux d'équilibre? Mais je ne suis pas le marché, monsieur. Non, mais je sais que ça fluctue, mais si vous étiez optimiste dans cette embellie, on peut aller jusqu'à... Non. À 15? On peut aller jusqu'à... Ça dépend du marché. On est à 24, hein? On peut gagner quelques points. Non, le taux indicatif de la Banque centrale est aujourd'hui de 2367. 23. Voilà. 23,60. Oui. Ce qui veut dire que si on est discipliné, on peut aller jusqu'à 20. Ce n'est pas question de discipline. En touchant le bois, c'est un rapport de force. Les prix se constituent en fonction de l'offre et de la demande. Donc, c'est le marché qui va déterminer. Alors, monsieur le gouverneur, vous avez tenu votre bic rouge, vous avez corrigé là où il y avait des fautes. Mais il y a encore un grand travail à faire parce que sur le terrain, les cabines, où on dirait qui s'occupent des bureaux d'échange, ont des sérieux problèmes parce que les cambistes des rues pullulent dans la rue.
Et tous vos prédécesseurs, je dis bien tous vos prédécesseurs, ont tenté de juguler cette situation qui est à la base même de la thésaurisation, mais personne n'y est parvenu. Est-ce que vous pensez stabiliser vraiment notre devise nationale avec la présence des cambistes et des rues qui manipulent des masses monétaires importantes, qui sont à la base de la thésaurisation, je l'ai dit, et qui peuvent même être les canaux par lesquels on injecte de la fausse monnaie? Quelles sont les dispositions prises au niveau de la Banque centrale pour corriger ça? Ça serait une vraie correction, monsieur le gouverneur. Oui, d'abord, c'est une question de réglementation. Parce que pour ouvrir un bureau de change, il faut être agréé. Oui, ailleurs c'est le cas, pas chez nous. Hein. Voilà. Chez nous, il y a même un système côté Nanda. Voilà, donc il faut être agréé. Donc sachez que nous allons contrôler ces aspects de manière beaucoup plus rigoureuse maintenant. Mais plus généralement, vous savez, je parle de ça depuis tout à l'heure, c'est l'incitation. Quand il n'y a pas, je veux dire, d'autorité monétaire, et c'est ça la véritable expression, il n'y a pas plus belle expression que ça. Le pouvoir monétaire de la Banque centrale s'est retrouvé dans la rue. Et à partir du moment où on a une banque centrale qui reprend sa fonction d'autorité monétaire, c'est ce que dit la Banque centrale, que la population suit, et ce n'est plus ce qui est marqué sur les tableaux avec des taux farfelus. Et c'est d'ailleurs même l'importance de la digitalisation. Pourquoi? Parce que moi je demande à la population de pouvoir d'abord se bancariser et avoir les applications bancaires de leur banque, où les taux sont indiqués. Et donc, comme ça, ils ne pourront pas. Et les banques sont, au fait, alignées à la Banque centrale. Les gens ne pourront plus être trompés par des taux farfelus. Et ça doit pousser aussi les gens à venir vers le système bancaire, puisque ce système bancaire est contrôlé et est réglementé par leur banque centrale. Mais pourquoi, monsieur le gouverneur, vous ne réprimez pas la thésaurisation? Jérôme Sekana l'a dit, les gens qui accumulent des masses monétaires chez eux. Oui. Quelqu'un m'a dit, vous allez chez un Chinois, chez un Indien, vous allez trouver des coffres forts à des millions de dollars, alors que l'État peut perquisitionner et confisquer cet argent. Ailleurs, ça ne se voit pas. Pourquoi on laisse ça chez nous? La répression, c'est bon, mais vous n'allez pas faire une répression de manière continue. Le mieux, c'est de créer un cadre où il est plus avantageux d'avoir son argent dans le système qu'en dehors du système. Et c'est ça le rôle de la Banque centrale. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce que nous mettrons en place petit à petit, parce que les gens qui thésaurisent, moi je ne parle pas de ce dont vous parlez, je n'ai pas connaissance. Nos amis, investisseurs. Moi je parle de la maman qui a son petit commerce et qui préfère avoir... Mettre sous les lits. Voilà, avoir son argent sous le lit, en dessous de son matelas. Mais c'est de lui dire qu'en emmenant cet argent au niveau de la banque, en francs congolais de préférence, il pourra bénéficier d'un taux d'intérêt rémunérateur de son épargne. Je vous donne un exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours ahuri. On parle des avoirs libres des banques, libres, donc leur position nette. Mais cet argent-là n'appartient pas aux banques. C'est l'argent des épargnants, de leurs clients. Oui. Mais est-ce qu'ils leur ont fait profiter des 25% du taux directeur de la Banque centrale? Non. Qui a duré pendant 2 ans? Non. Alors, voilà. Alors que si, et c'est ça, nous en tant que Banque centrale, nous allons y veiller, puisque même si nous avons baissé notre taux directeur de 25, mais il est quand même à un niveau élevé, à 17,5%, c'est de pouvoir pousser les banques centrales à faire de la publicité sur des dépôts de l'épargne en francs congolais qui va donner une rémunération suffisante à leur clientèle congolaise.
Si aujourd'hui, je donne un exemple, que le taux directeur est à 17,5, s'il propose une rémunération de 12,5% ou bien de 12%, il leur reste une marge d'intermédiation de 5,5%. Ils peuvent se rémunérer avec ça. Voilà. Mais les Congolais vont se dire, mais si je viens placer mon argent à la banque, ça me rapporte 12%. Et 12%, c'est pas rien. Parce que quand on regarde le niveau de l'inflation, donc on est dans un taux d'intérêt réel qui est positif et qui permet aux gens de s'enrichir. Voilà les incitants qui peuvent pousser les gens à ne plus... Et ça, vous allez le faire à moyen ou court terme? Non, ça c'est à court terme. Ça Voilà. c'est à court terme, Monsieur Kassam. Monsieur le gouverneur, les réserves d'échange de la République démocratique du Congo ont atteint un pic. 7 milliards. 7 milliards de dollars. C'est là, je peux estimer entre 5 à 6 mois d'importation. C'est une très bonne chose. Oui. 5 à 6 mois. 5, on est dans les 5 à 6 mois. Non. 3 mois. 3 mois d'importation. 3 mois. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, 3 mois, parce qu'on n'arrivait pas à ces seuils-là. Et vous, les législateurs, vous a donné un levier important, notamment pour augmenter l'offre en devises. Je constate, par exemple, que les miniers qui vendent leurs minéraux à l'extérieur ne rapatrient pas suffisamment les devises pour servir des matelas au niveau de la République démocratique du Congo, améliorer l'offre des devises. Parce que c'est bien ce que vous faites, vous voulez stabiliser. Mais si vous avez suffisamment de devises à l'intérieur du pays et qu'il y a des chocs, vous pouvez bien vous comporter comme vous le faites avec les réserves d'échange. Vous injectez 50 millions de dollars, vous vendez ça aux banques commerciales pour éponger la surliquidité. Question, monsieur le gouverneur. Pourquoi au niveau de la Banque centrale, on ne réprime pas les miniers qui ne respectent pas les termes du code minier, qui les oblige à rapatrier jusqu'à 100% des devises de vente des minéraux à l'extérieur du pays, après par exemple amortissement de leurs équipes. Ils n'ont pas confiance en nous. Et ça peut vraiment renforcer l'offre en devises, mais la Banque centrale qui a les leviers en main ne se manifeste pas tellement quant à ce. Monsieur Sekana, cette question est une question fondamentale de notre économie. Oui. Parce que je veux même aller plus loin. Ce n'est pas seulement l'offre de devises que ce rapatriement, c'est 60%. Le code minier, c'est 60. C'est 60%. Oui. 60% mais des exportations. après amortissement des équipements, ils peuvent aller jusqu'à 100%. C'est Voilà. ce que dit l'économie. Parfois, ils mentent en termes d'investissement. Voilà. Au-delà d'accroître l'offre en devises, mais ces rapatriements doivent en réalité permettre de financer notre économie de manière Bien sûr. De manière massive. Oui. Parce que si j'ai commandé une étude par rapport à cette question-là au sein de la Banque centrale, vous savez que depuis le lancement du code minier de 2018, l'accroissement des dépôts au niveau des banques commerciales n'a été que de 9 milliards. Alors que si on avait respecté cette réglementation de change avec... Alors que nous vendons 4 millions de tonnes. Avec le rapatriement, Oui. nous aurions, s'ils avaient respecté à 100%, Voilà. enfin si 100% était resté, rien qu'avec les miniers, on aurait eu un apport des dépôts cumulés jusqu'à fin 2024 de 83 milliards. Ah, pourquoi on est complaisant avec eux? Non, maintenant je vais y aller. Il explique. Oui. Nous avons étudié la question. Il n'y a pas de complaisance. Le rapatriement, dans la très grande majorité des cas, le rapatriement est effectif. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les miniers, et d'ailleurs pas que les miniers, les télécoms, les grandes sociétés brassicoles, ne veulent plus avoir de dépôts
au niveau du système bancaire. Pour deux raisons principales. Les avis à tiers détenteurs et les saisies attributions. On confisque. Mais c'est de la thésaurisation aussi. Climat des affaires. Mais c'est ça que je sors. Mais c'est pour cela maintenant que je reviens à ce que j'ai toujours dit depuis le début. Moi, je préfère être dans l'incitation que dans la répression. Parce que si on avait un climat des affaires qui permettait à ce que ces entreprises se sentent à l'aise, ne se sentent pas traquées et par la justice et par les régies financières, ils allaient garder leur dépôt au sein de notre système bancaire. Mais vous savez qu'il y a un effet pervers à ça, puisque toutes ces grandes entreprises fonctionnent avec des lignes de crédit. Donc, ils utilisent le financement qui devrait, en principe, servir à financer ceux qui en ont réellement besoin dans l'économie. Effectivement. Donc, vous voyez, donc il y a un problème d'offre de devises. Bon, l'offre de devises, elle est quand même là, hein, parce que quand on voit les échéances fiscales, ils payent. Donc, ça veut dire que cet argent est quelque part. Bon, ça, c'est une question, on doit vraiment bien... Donc, l'offre de devises, elle est quand même là. Mais le financement de l'économie, quand on sait qu'il y a un principe simple, il y a les crédits, c'est la transformation des dépôts en crédit. Aujourd'hui, nous avons à peu près 14 milliards de dépôts au sein de notre système bancaire pour environ 9 milliards de crédits. Donc, vous imaginez que si même on avait utilisé que 50% de ce qui est rapatrié en dépôt, donc on aurait eu un accroissement de dépôts de l'ordre de 50 milliards. Et 50 milliards, si on transformait ces dépôts en crédit en utilisant juste un taux de transformation de dépôts en crédit de 60%, on serait à 30 milliards de financement de notre économie. Mais justement, monsieur avec nos moyens propres. S'il vous plaît. Et les banques ne financent que pour 9 milliards. Donc c'est une question fondamentale. Exactement. Et je veux finir par là. Oui. Troisième effet pervers, c'est que nos PME congolaises qui ont des bons projets et qui doivent aller pour trouver du financement, les banques vont leur dire non. Notre capacité à financer a déjà été absorbée par les télécoms, par les miniers, par les sociétés brassicoles qui n'ont même pas besoin de crédit, mais qui sont obligés de fonctionner comme ça pour éviter les saisies attributions et les avis à tiers détenteurs. Bon, donc c'est une question que nous devons gérer de manière globale. Oui. Et c'est quelque chose que moi, en tant que banque centrale, j'ai déjà exposé. Pour ça, vous avez besoin du gouvernement. Mais, voilà. Je rentre vraiment dans vos attributions. Est-ce que vous contrôlez les comptes RME? Bien sûr. Parce que le législateur vous donne mandat, vous, la Banque centrale, d'envoyer vos inspecteurs surveiller les mouvements des comptes RME à l'étranger. Est-ce que vous les faites pour faire une comptabilité comparée, ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils utilisent au pays pour essayer quand même de... Et le législateur va loin, vous donne même le barème des sanctions. Oh oui, mais nous, ce que nous voulons est que, étant donné que vous donnez une nouvelle impulsion à la Banque centrale du Congo aujourd'hui, qu'on passe des promesses aux actes et qu'on voit clair dans cette situation, monsieur le gouverneur. Est-ce que c'est possible avec vous? Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Oui. Donc, les cas que vous décrivez sont une infime minorité. La majorité rapatrie. Mais quand ça arrive au pays, ça disparaît. Et je vous ai expliqué pourquoi. Oui, oui, on a compris. Et donc, On a compris. et c'est pour ça que je vous dis que nous, on peut faire notre part, mais ça ne concerne... Non, c'est tous les gouvernements qui doivent s'impliquer. Ça va être marginal. Si, si. Le véritable problème systémique, c'est celui que je vous ai décrit. Donc, nous devons revoir notre système d'avis à tiers détenteurs et de saisie attribution. Mais, monsieur le gouverneur, je pose cette question parce que la Banque centrale est aussi conseil du gouvernement. Je ne vous demande pas de nous parler de la politique budgétaire parce que vous n'êtes pas gouvernement. Mais le gouvernement
fait pression sur les régies financières pour atteindre leurs assignations. Avec la pression fiscale, avec tout ce que cela comporte de saisies, des sanctions. Maintenant, où est votre place lorsque le climat des affaires est quasi délétère, là, les gens fuient, ils gardent l'argent chez eux, et en même temps, vous voulez que ceux qui rapatrient leur argent remettent dans le système bancaire. Donc vous avez failli, comme conseil du gouvernement, qui établit les budgets à 20 milliards cette année. Nous sommes à 20,3. Voilà. Prévision. Dilemme, hein? Oui, ben Voilà. je vais répondre à votre question. Je ne pense pas que ce que vous avez dit est la réalité. Parce qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les recettes, en réalité, pour savoir qu'on est dans l'efficacité de la perception des recettes, on doit regarder quel est le niveau de pression fiscale qu'on arrive à atteindre par rapport à notre PIB. Quand on regarde la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est 20%. Nous, avec nos assignations, telles que vous venez de le dire, nous sommes à peine à 12-13%. Et les entreprises vont vous dire qu'ils croulent sous les tracasseries fiscales. Oui, oui. Nous trois, nous sommes chefs d'entreprise et on sait de quoi on parle. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'efficacité. Puisque quand on part des pays comme la France, ils sont déjà à plus de 50% de pression fiscale par rapport à leur PIB. Nous avons un PIB aujourd'hui de 80 milliards, 82 milliards. Si on avait une pression fiscale de 20%, on aurait 16 milliards de dollars en recettes propres. Nous ne les atteignons pas encore. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'efficacité. Et je sais qu'il y a beaucoup de réformes qui vont emmener de l'efficacité, mais ce sont des réformes Merci, Jean Moussakana. qui sont du côté du gouvernement. Et je suis sûr que quand elles vont aboutir, ça va nous permettre d'avoir, au fait, beaucoup plus de recettes qu'aujourd'hui. Donc mais il faut qu'on améliore le climat des affaires. Pour vous, le climat des affaires n'est pas délétère, les gens ne fuient pas, les saisies, voilà. Non, mais bien sûr, si les gens ne fuient plus les saisies attributions, les gens ne fuient plus les avis à tiers détenteurs intempestifs, oui, nous allons accroître l'assiette fiscale. Alors, conseiller le gouvernement quand Ça dérange Mais le je climat des affaires. vous ai dit que ça a déjà été fait. Oui, monsieur le gouverneur, notre institut d'émission, c'est le creuset du savoir. Et il y a de la compétence ici. Mais apparemment, la Banque centrale ne fait plus des enquêtes. La Banque centrale faisait des enquêtes et publiait, aidait même les chercheurs à pouvoir se documenter, avoir des statistiques fiables. Qu'est-ce qui se passe? Avec votre avènement, nous pouvons voir toutes ces têtes pensantes qui se trouvent ici. Et vous avez même rajeuni le personnel de la banque. Apparemment, les gens chôment, entre guillemets. Parce qu'ils ont le savoir, ils ont tous les outils pour produire les enquêtes, mais ils ne les font pas. Oui. Déficit de communication. Ah, Puisque tout ce que vous venez de dire ça se fait? existe. C'est même publié. Mais on n'est pas au courant. Mais voilà, donc vous On savez... n'est pas du tout au Vous courant. savez, parmi les réformes, quand je suis arrivé, j'ai réactivé la cellule de communication. Oui, elle n'existait pas. Et félicitations. Hein. Je n'ai pas compris que la Banque centrale n'avait pas de cellule de communication. C'est extrêmement Alors grave. que l'élément essentiel de tout marché, et surtout des marchés financiers, C'est la communication. c'est la communication. Absolument. Et donc, il faut communiquer. Et je peux vous dire, Monsieur Sakana, que ces études existent, que c'est publié, que d'ailleurs chaque semaine, la Banque centrale publie sur son site Internet
c'est vrai qu'il faut aussi le changer. La mise à jour. Il est un peu Il vieillot. faut raviver, Ça pose problème. actualiser tous les 6 mois. Publie une note de conjoncture avec énormément de statistiques et il y a beaucoup de publications que vous pouvez trouver sur le site de la Banque centrale. Mais nous allons travailler sur cette communication pour que aussi la Banque centrale non seulement soit l'autorité monétaire de référence, d'ailleurs la seule autorité monétaire, Oui. et aussi soit vue par la population comme étant le creuset du savoir financier et monétaire. Oui, Nous allons faire ce travail, vous pouvez compter sur moi. Je suis content, peut-être que vous allez communiquer maintenant de manière très professionnelle, parce qu'on en a besoin. Monsieur le gouverneur, la monnaie est un attribut à souveraineté. Nous sommes jaloux de notre devise nationale, Mwanampo, les francs congolais, la plus belle fille, Mwanampo. Mais sur le territoire national, à l'est notamment, à notre frontière avec l'Ouganda, on consomme le shilling ougandais. Et quand vous allez vers le sud, vous trouvez aussi les kwacha de la Zambie, qui ont cours parfois légal, entre guillemets, sur le territoire congolais. Même à Loufou, on consomme en monnaie étrangère. Votre mission, c'est de faire en sorte que les francs congolais soient disponibles partout, jusque dans les fins fonds de la République démocratique du Congo. Vos prédécesseurs n'ont pas relevé ces défis. Est-ce que nous pouvons compter avec vous pour relever ces défis? Là, vous avez posé une question. Bien sûr. Mais qui a une réponse dans quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Bien sûr. C'est des fils en aiguille. Vous savez, quand on est à la frontière et que vous êtes dans un pays qui ne produit pas suffisamment, les gens vont vers le pays limitrophe pour s'approvisionner. Vous avez cité ces zones de l'Est. Monsieur Kassamba a parlé de Loufou. Oui, juste ici, frontière avec l'Angola. Les gens ont besoin des kwanza pour aller faire leurs courses. Et ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur du pays, mais c'est quelque chose qui est, je veux dire, avec les shillings, c'est à l'intérieur. Hein? Non, c'est à Aru, c'est vraiment à la frontière. Et c'est la même chose pour le shilling, c'est à Kasumbalesa et tout ça. Mais je voudrais dire deux choses. Oui. La première chose, c'est que il y a quelque chose que j'ai découvert en arrivant à la Banque centrale, c'est que on a un traité de convertibilité des devises de tous les pays appartenant à l'EAC, comme l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Kenya. Tous les pays de la zone EAC ont signé ce traité, sauf la République démocratique du Congo. Nous, on doit signer aussi? Mais bien sûr. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ça va éviter ce genre de problème. C'est-à-dire que le Congolais aujourd'hui peut aller à Kampala avec notre monnaie, avec le franc congolais, faire ses achats et revenir. Donc on aura moins de problèmes de convertibilité. Ou bien parce que qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a pas de convertibilité, un commerçant nandé qui peut avoir beaucoup d'argent va chercher d'abord à avoir des dollars pour aller, s'il doit faire ses achats au Kenya ou en Ouganda, pour aller chercher sa marchandise. Mais si, avec des francs congolais, peut directement aller acheter sa marchandise, on règle un problème. Donc, j'ai demandé qu'on m'explique la raison pour laquelle la RDC n'avait pas accédé à cette demande, mais pour les autres zones frontalières, il n'y a pas de problème. Oui, je termine. Parce que ça se passait ici aussi au Beach Ngobila. Oui, avec les francs CFA. Avec le franc CFA.
Oui, écoutez, j'aurais pu poser la question sur la récapitalisation. Une question fondamentale, monsieur le gouverneur. À l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, ici où nous nous trouvons, nous avions de l'or. Nous avions des réserves en nature. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes un pays considéré comme scandale géologique. Mais quand vous faites un tour dans vos coffres forts ici, il n'y a même pas un gramme d'or. Comment? On n'a pas d'or dans nos coffres à la banque? Il n'y en a pas ici. Alors, et il faut rappeler, dans les conflits belgo-congolais, les Belges avaient pillé, ça c'est évident. Maintenant, comment comptez-vous redonner à notre banque centrale cet autre attribut qui consiste à garder par devers elle, même des devises en nature, notamment l'or, parce que tout le monde en a. La Banque mondiale, les fonds monétaires, tout le monde en a, sauf nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous faire rêver? Tout à l'heure, vous disiez que le gouverneur peut nous faire rêver. Ça sera la dernière question. La récapitalisation de notre banque centrale, je vous la poserai à une autre occasion. Merci beaucoup. Merci, Jérôme Sekana. Attendez qu'il réponde pour répondre, comme ça vous allez penser. Oui, gouverneur, allez-y. Pourquoi on n'a pas d'or? On est allé trop vite sur la question des réformes. Ça fait partie des réformes à moyen terme de la Banque centrale. C'est de pouvoir... Je l'ai annoncé lors de ma première interview sur Bloomberg. J'ai dit clairement que la Banque centrale du Congo va constituer une partie de ses réserves en or. Et la Banque centrale du Congo est en train d'envisager comment se faire accompagner pour financer elle-même une raffinerie d'or et avoir la certification de bullion gold pour qu'on ait l'or monétaire qu'on pourra constituer dans nos réserves. Surtout qu'on peut l'acheter, cet or, en francs congolais. Merci Jérôme Sekana. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, on touche à la fin de cette émission, mais j'avais quelques petites questions de confiance. Si vous pouvez me mettre debout. Comme ça, les gens ne vont pas écouter. Il semble que la Banque centrale était devenue la caisse qui payait sans soubassement, qui ne regardait pas ce qui était prévu par le budget, avec les paiements en mode urgence, avec le fonctionnement aussi au sein de la Banque centrale, de son propre budget, des fonctionnements un peu aléatoires. Est-ce qu'avec André Ouamesso, tout ceci est terminé? Je n'ai pas l'information de ce que vous venez de dire là par rapport à la Banque centrale. Mais une chose est certaine, c'est que la Banque centrale ouvre une nouvelle ère de stabilité, de transparence et de rigueur. Est-ce qu'avec André Ouamesso, on ne payera plus en mode d'urgence, sans soubassement? Il y a une loi, c'était un arrêté interministériel qui... Parce que quand on parle de mode d'urgence, ce n'est pas prohibé. Oui, mais coup de fil. Il y a une loi qui encadre les paiements en mode d'urgence et comme c'est une loi, nous veillerons à son respect. Et pour son fonctionnement aussi? Quel fonctionnement? Ben, le frais dû à la banque elle-même. Parce qu'à un moment donné, vous étiez un tout petit peu en difficulté pour payer vos propres charges. Impossible. En interne? Non. La Banque centrale est suffisamment solide pour... Ça sous-entend qu'il y a le sourire ici à la Banque centrale. Mais... Question aussi, monsieur le gouverneur. Vous produisez de documents de valeur ici. Vous avez l'hôtel des monnaies. Comment on peut laisser les passeports, les bulletins, tous ces documents qui sont même en rupture, commandés ailleurs avec des marchés mirobolants, alors que nous-mêmes, on peut facilement le faire? Pourquoi? Dans ce domaine-là, la Banque centrale... Vous avez des savoir-faire quand même. Non, la Banque centrale met à disposition l'offre. Il faut poser la question,
À ceux qui vont ailleurs. Il faut poser la question à la demande. À ceux qui vont ailleurs. Et ce n'est pas la Banque centrale. On a compris, on a compris. Et on va terminer parce que vous devez retrouver votre équipe qui est vraiment requinquée, hein, je trouve. Et vous avez rajeuni apparemment le personnel. Vous avez même eu beaucoup à la retraite. C'est une politique ou c'est... Non, non, les départs à la retraite sont déterminés par l'âge. Mais effectivement, il faut rajeunir la Banque centrale et il faut que ceux qui sont encore là, qui ne sont pas encore partis à la retraite, veillent à transmettre leur savoir à la jeunesse qui va arriver à la Banque centrale. Et j'ai vu qu'il y avait les coups de peinture, vous avez modernisé les installations, digitalisé aussi. C'est un travail qui est en cours. Il y a le budget pour? La Banque centrale est suffisamment solide. Et on va se quitter avec la question sur le chronogramme de la feuille de route d'André Romesso. Nous sommes mois d'octobre. D'ici décembre, qu'est-ce que vous mettez en filigrane, en perspective? Ça ne fonctionne pas de cette même manière que pour les autres. La Banque centrale est d'abord là pour veiller à la stabilité et à ce que la stabilité financière et à ce qu'on maintienne des niveaux d'inflation qui soient bas pour garantir le pouvoir d'achat de la population. C'est ce que la Banque centrale observe et met en place des politiques. Mais si vous voulez poser la question par rapport à vos réformes, vous l'avez déjà posé. Oui. Maintenant, je dis si vous voulez poser la question par rapport à la manière dont la Banque centrale va se redimensionner pour faire face à ses besoins, nous avons lancé, dès que nous sommes arrivés à la Banque centrale, un audit organisationnel et stratégique et dont nous attendons les conclusions dans les jours qui viennent. Et c'est sur base de cet audit-là que nous allons déterminer un plan stratégique qui sera communiqué au public, puisque nous avons un devoir de transparence et de redevabilité, qui montrera au fait dans quel cap la Banque centrale se dirige, parce que l'un des objectifs, ce n'est pas seulement assurer la stabilité financière au niveau du pays, mais c'est aussi de reconnecter le système financier congolais avec le système financier international. Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, pour faire un virement du Congo vers l'extérieur, on doit passer par une banque correspondante. Donc, absolument, il y a toute une série de réformes et de mises à niveau que nous devons et que nous allons faire pour que notre système bancaire soit de nouveau dans les standards internationaux et connecté au système financier. Nous sommes suivis en ce moment par nos compatriotes sur l'ensemble du territoire, ceux qui sont à l'Est sous occupation en ce moment. Quel message pour eux? Je voudrais leur dire que le franc congolais fait partie des instruments et des symboles de notre souveraineté. Et que nous ne les avons pas oubliés, nous ne les oublions pas, nous ne les oublierons jamais. Et on ne les sanctionne pas non plus. On ne peut pas accepter qu'un instrument de notre souveraineté soit donné à quelqu'un qui viole notre souveraineté. Donc, une fois que notre souveraineté territoriale sera recouvrée, ils pourront de nouveau jouir de leur souveraineté monétaire avec le franc. Merci, monsieur le gouverneur. L'émission est terminée. Je vous laisse saluer ceux qui vous ont accompagné. Nous étions donc en direct sur... Allez-y, l'émission est terminée. Je vais commencer par vous. Et voilà. L'émission est terminée. Par vous-même. Oui, bien évidemment. Merci beaucoup. Hein. C'est agréable ici à la Banque. Oui, c'est très agréable. Merci beaucoup. Nous avons passé plus d'une heure en parlant des finances,
de la politique monétaire, mais surtout des perspectives pour la République démocratique du Congo. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir sur un autre plateau, bien évidemment. À très bientôt, avec le même plaisir. Découvrir les cœurs battants de la République démocratique du Congo, vous êtes au bon endroit. Kindu, chef-lieu de la province d'Imanyema, abritera du 3 au 5 novembre 2025 la deuxième édition de la conférence sur le mine, l'énergie et les infrastructures qui constituent le facteur clé de développement de la province. Avec une population estimée à près de 5 millions d'habitants, la province d'Imanyema étant au cœur d'une région riche en ressources minières et disposant d'un potentiel hydroélectrique et solaire exceptionnel, faisant d'elle un véritable Eldorado pour les investissements. Des minéraux comme le diamant, l'or, le coltan et la castérite y sont exploités de manière artisanale en raison d'un manque d'activité industrielle significative. Et d'autres ressources comme le cuivre et le pétrole ne sont pas encore exploitées. Pendant 3 jours, sous le haut patronage de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, des experts de haut niveau, aussi bien nationaux qu'internationaux, vont faire un état des lieux sur la mise en œuvre des recommandations de la précédente conférence afin de promouvoir une bonne gestion du secteur minier et stimuler le développement économique de la